Bonjour, je m'appelle Alexandre Mihalic et je vais vous présenter quelques instruments de musique que l'on appelle les instruments augmentés. Les instruments augmentés sont des instruments bien particuliers et qui témoignent de la volonté d'élargir les possibilités sonores des instruments de musique déjà établis. Cette présentation va être divisée en deux parties. Tout d'abord, je vais parler des instruments augmentés d'aujourd'hui ainsi que dans l'histoire de la musique. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais vous présenter un instrument électronique et numérique en particulier appelé Synpo. Le Synpo n'est pas un instrument proprement dit, mais une sorte d'extension qui permet de faire de tout instrument acoustique un instrument augmenté. Pour parler des instruments augmentés, il nous faut commencer par nous mettre d'accord sur ce de quoi nous allons parler exactement. Nous avons deux mots bien distincts. Tout d'abord, instrument. Nous allons donc parler d'instruments de musique, mais des instruments de musique qui sont déjà connus du public, des musiciens, des compositeurs. C'est donc un instrument bien connu, pour lequel il existe un répertoire d'œuvres, une pédagogie pour savoir comment jouer de l'instrument et des musiciens qui en jouent. Ensuite, nous avons le terme augmenté. L'augmentation va consister à élargir la sonorité de l'instrument musical connu, classique, normalisé. Cet élargissement peut agir sur différents paramètres du son produit par l'instrument, sa tessiture, sa dynamique ou son timbre. Donc, l'augmentation de l'instrument n'a de sens qu'en comparaison avec un instrument de musique bien reconnu. C'est seulement par rapport à lui que l'on puisse parler d'un instrument augmenté. L'augmentation instrumentale est donc une recherche de nouvelles sonorités et par conséquent une action expérimentale et temporaire. Voyons déjà les augmentations physiques ou mécaniques des instruments. Ceci va nous indiquer les principes de l'augmentation pour mieux comprendre les augmentations instrumentales électroniques. Nous allons observer deux instruments, piano et flûte, et un objet bien particulier servant à transformer le timbre des instruments, la sourdine. Tout d'abord, le but du pianoforte, inventé au début du XVIIIe siècle par Bartolomeo Cristofori à Florence, était d'augmenter la dynamique des instruments qu'il fabriquait, des clavecins. Mais finalement, le principe utilisé est celui de clavicorde, où la corde est frappée et non pas pincée. Par la suite, et puisque les mains sont occupées pour jouer le clavier, la seule solution pour élargir les sonorités du pianoforte est l'ajout de gestes avec les pieds. La première solution est donc de changer le timbre de toutes les notes jouées avec une ou plusieurs pédales. Voici le changement de timbre sur le pianoforte de Mozart, où au lieu des pédales qui n'existaient pas encore, on appuyait sur des bouts de bois avec les genoux. Au XIXe siècle, de nombreux fabricants à Paris rivalisaient d'inventions et de brevets pour augmenter les possibilités sonores du piano, en y ajoutant des pédales qui produisaient les changements de timbre de toutes sortes. Par exemple, ce piano à tambourin dont il est vanté. Une pédale mise en mouvement avec plus ou moins de force suffit pour obtenir du tambourin et de ses clochettes des effets aussi variés qu'agréables et qui s'unissent harmonieusement au son du piano. Une autre solution est de pouvoir jouer plus de polyphonie en ajoutant un pédalier pour jouer les notes comme sur l'orgue. Enfin, au XXIe siècle, l'augmentation de piano se fait à l'aide de l'électronique. Les chercheurs à l'université de Queen Mary à Londres proposent en 2009 l'augmentation du piano à l'aide d'un résonateur magnétique. Les cordes du piano vibrent grâce aux électroaimants installés au-dessus de celles-ci. Il est alors possible de changer la dynamique d'un accord une fois la note jouée, ce qui est totalement inédit sur le piano.
Passons maintenant à la flûte. La flûte traversière, au départ en bois, a traversé de nombreux changements dont l'un des buts était de rendre son volume sonore plus fort. C'est en 1832 que Theobald Böhm construit la première version de son système pour la flûte traversière. Il augmente considérablement la puissance sonore de l'instrument et introduit un système de clés portant son nom. Dans les années 1980, on mène des recherches à l'IRCAM dont le but est d'augmenter la palette sonore de la flûte traversière. La solution, la flûte MIDI, consiste en la mise en place d'interrupteurs sur les clés de la flûte. Ceci permet de commander l'ordinateur avec un doux nom, la 4X, par le simple jeu des doigts du flûtiste. Le musicien joue donc de son instrument normalement et produit le son de la flûte. Par contre, l'ordinateur reconnaît les clés sur lesquelles le musicien appuie pendant son jeu. Par conséquent, l'ordinateur peut faire les transformations du son de la flûte qui est capté par un microphone. Ce procédé a l'avantage de ne pas perturber le musicien dans son jeu et pourtant l'augmenter. Par contre, toute la procédure de l'augmentation se fait par un logiciel de l'ordinateur et le musicien ne peut pas intervenir dessus. Mais l'arrivée des ordinateurs et du traitement dit temps réel n'exclut pas les augmentations physiques de la flûte. En 1992, le flûtiste américain Robert Dick propose un premier prototype de transformation de la flûte qui lui permet de jouer les glissandis. La fabrication commence en 2002 et il est intéressant de noter que l'idée lui est venue après les concerts de Jimi Hendrix où celui-ci joue les whammy bars sur sa guitare électrique. Le whammy bar est un vibrato contrôlé par une barre métallique sur la guitare. Jusqu'à présent, nous avons parlé des instruments dont au moins une partie de l'augmentation se fait à l'intérieur de l'instrument. Mais il existe des accessoires qui permettent de changer le timbre de l'instrument sans vraiment faire partie de l'instrument. Il s'agit des sourdines. Il existe une grande variété de sourdines et notamment pour les cuivres. Une particularité des sourdines pour les cuivres est que certaines peuvent être déplacées au-dessus du pavillon. Le son obtenu, très caractéristique, est appelé wah-wah. En plaçant la sourdine au-dessus du pavillon, le son est filtré et perd de nombreuses fréquences. Par contre, en décalant progressivement la sourdine, on enlève le filtrage et le son revient à la normale. La connaissance de ce principe permet de créer le même effet avec la guitare électrique à l'aide d'une pédale appelée la pédale wah-wah. En 2004, Neil Farwell présente son œuvre Rouse pour trombone transformé électroniquement. L'une des particularités est la sourdine fabriquée à partir d'un haut-parleur qui injecte le son dans l'instrument. L'idée du compositeur est de créer un dispositif dont l'effet de sourdine dépend d'une fréquence variable électroniquement. Le XXe siècle apporte une révolution qui va influencer toute l'industrie musicale. Dans les années 30, les premières guitares électriques sont fabriquées et connaissent un succès commercial. La guitare électrique ne produit pratiquement pas de son acoustique, mais la vibration des cordes métalliques est captée par des capteurs électromagnétiques, amplifiée par l'amplificateur électronique et diffusée par un haut-parleur spécialement construit pour cette occasion. À partir des années 60, les pédales d'effet font leur apparition. Ensuite, à partir des années 80, l'offre de pédales s'étoffe avec l'électronique numérique. Avec les pédales d'effet, il est possible de modifier le timbre même de l'instrument. D'abord analogiques, les effets deviennent numériques et les musiciens ont l'embarras du choix pour modifier le timbre de leur instrument. On y retrouve les délais, échos, reverb, chorus, flange et nombreux autres effets. Chacun se construit des pédaliers suivant ses propres goûts et dans le but de construire sa propre sonorité.
La guitare électrique, avec les traitements modulables à volonté, est un instrument augmenté par excellence. À l'image d'amplification et des pédales de guitare, les fabricants d'autres instruments, cette fois-ci acoustiques, tentent de faire de même. Une des tentatives d'augmenter les sonorités des instruments à vent a été le baryton de Selmer. C'est bien le célèbre fabricant d'instruments à vent qui, en 1967, propose un système d'amplification et de traitement pour la flûte, le saxophone et la clarinette. En même temps est lancé aux États-Unis le système semblable Multivider. Il permet d'amplifier et d'ajouter des effets à la flûte, la trompette, la clarinette et le saxophone. Comme pour le baryton, les effets se limitent à l'octaveur, qui transpose le son d'une ou deux octaves, et au filtre. Malgré une campagne publicitaire intense, ni le baryton ni Multivider n'ont connu de succès auprès du public et sont restés une tentative d'augmentation des instruments à vent non aboutie. Mais les musiciens jouant des instruments à vent n'ont pas pour autant perdu le goût d'augmentation des sonorités de leurs instruments. La solution pour le faire est arrivée avec les pédaliers d'effets pour les guitares et la voix dans les années 90. Et enfin, des pédaliers numériques multi-effets. Certains interprètes se spécialisent dans la création de leurs propres instruments augmentés et s'équipent alors de pédaliers d'effets comme le font les guitaristes. Il est d'ailleurs fort intéressant de voir chez certains le besoin de gérer les variations de timbre dans le temps et non seulement en allumant ou éteignant l'effet. Même si la plupart des pédales de guitare ne sont pas adaptées à ce type de gestion, une des solutions est de jouer des pieds nus pour pouvoir accéder aux boutons rotatifs des paramètres des pédales et qui ne sont pas prévus pour cela. Voyons maintenant comment augmenter les instruments tout en y ajoutant des nouveaux capteurs directement sur le corps de l'instrument. Ces capteurs vont exiger par conséquent de nouveaux gestes de la part du musicien. C'est certainement une solution plus complexe pour le musicien puisque, en plus de son jeu habituel, il doit gérer les nouveaux gestes. Commençons par le projet Metasax de Matthew Bertner, qu'il a commencé en 1997 avec les premiers résultats en 1999. Une carte micro-ordinateur embarquée sur le sax renvoie les données des gestes capturés vers un ordinateur externe. Celui-ci convertit toutes ces données en paramètres sonores. Comme on peut le voir, les gestes se multiplient et la position, le mouvement de l'instrument entre dans la création sonore. Un autre exemple est le projet Mixi développé par Sarah Reed et Ryan Gaston à l'Institut des Arts de Californie. Si la plupart des projets avec l'ajout des capteurs est invasif et permanent pour les instruments, ce projet a pour but de simplifier au maximum ce procédé et faciliter le montage et démontage des capteurs. La trompette facilite beaucoup de choses, puisque le musicien joue les notes avec une seule main et l'autre main est donc disponible pour gérer les gestes supplémentaires. Si le geste supplémentaire pour produire les nouvelles sonorités n'est pas toujours évident à mettre en place, une solution apparaît pour y remédier. C'est le déclenchement de séquences préenregistrées et jouées par une machine. Avant c'était un magnétophone, aujourd'hui c'est un ordinateur. Le principe reste le même. Mais si d'un côté il est possible d'enregistrer les sons produits par le musicien, de l'autre il est possible d'enregistrer les gestes, le mouvement, et par la suite de rejouer ces gestes sur un instrument. Un parfait exemple d'un tel procédé est le disc-clavier, fabriqué par Yamaha et Bösendorfer. Au lieu du son, on enregistre le mouvement des touches et il est donc possible de rejouer les séquences des pianistes sur le piano dans votre salon.
L'enregistrement des séquences de variations de paramètres sonores permet de déléguer la gestion trop complexe du jeu vers la machine. Ce n'est donc pas le musicien qui va gérer les variations sonores par son geste, mais la machine qui va, à un moment donné, reproduire une séquence pour affecter le son de l'instrument. Nous avons déjà eu l'exemple avec la flûte MIDI, mais cela impliquait d'ajouter les capteurs sur l'instrument. L'idée est maintenant de faire suivre le musicien par l'ordinateur qui va littéralement écouter ce que le musicien joue et déclencher les séquences au moment indiqué dans la partition. En 1986 à l'IRCAM, Philippe Manoury écrit Jupiter pour flûte et l'ordinateur. C'est la première œuvre qui utilise le procédé que l'on appelle le suivi de partition. Sur la partition, la troisième portée indique ce que joue la flûte et les deux premières portées montrent ce que joue l'ordinateur qui accompagne le flûtiste. Dix ans plus tard, l'œuvre Metallics pour la trompette et l'ordinateur, on dit alors temps réel, de Jan Maresch utilise ce même procédé. Conformément à la partition, l'ordinateur va modifier les sons de la trompette à la place de l'interprète pour recréer artificiellement des sourdines. Quand le nombre de séquences à déclencher est assez faible, le procédé peut être facilement remplacé par le déclenchement manuel des séquences préenregistrées. Dans ce cas, un musicien ingénieur qui se charge de l'environnement informatique peut déclencher les séquences à la main. Mais de nombreux musiciens préfèrent déclencher les séquences par eux-mêmes. L'interprète n'a besoin que d'une seule pédale. Au moment voulu, il déclenche la séquence et garde ainsi le contrôle même minime sur la gestion musicale de l'œuvre. Voici la pièce Noa Noa de Kaya Saariaho, écrite en 1992, dont les séquences sont déclenchées directement sur scène par l'interprète. Le déclenchement des séquences audio préenregistrées est aujourd'hui grandement facilité par des machines dédiées à cette tâche. Mais regardons tout d'abord dans l'histoire une forme musicale bien particulière, la basse obstinée ou basso obstinato. Largement répandue pendant la Renaissance et le baroque, la basse obstinée fait répéter obstinément une mélodie par-dessus laquelle on peut jouer les nouvelles mélodies et les variations. Voici un petit extrait de Chaconne de Henry Purcell où le violoncelle joue et rejoue sans cesse la même mélodie. Les technologies analogiques et par la suite numériques du XXe siècle ont fait renaître avec force ce principe de basse obstinée. La raison de cela est que le musicien peut s'enregistrer lui-même et continuer à jouer immédiatement par-dessus de cet enregistrement. C'est en 1953 que le guitariste Les Paul présente son système de live looping. We play the first part on the guitar. This is the rhythm part. Goes, Now you put your earphones on and you play another part to it. Is that? Les premiers loopers apparaissent dès les années 80 et permettent d'enregistrer les séquences audio plus ou moins courtes et les rejouer indéfiniment. Si le looper ne permet qu'une gestion finalement assez simple des boucles, certains musiciens des chemins de traverse font évoluer la gestion des boucles via des logiciels dédiés pour ajouter ou enlever les boucles progressivement au moment voulu.
Avec ce procédé, le musicien peut construire une œuvre bien plus complexe qu'une simple répétition d'un motif mélodique. Revenons maintenant vers le geste, et plus particulièrement vers le geste de la main que fait l'interprète d'un violon avec son archet. Contrairement au capteur fixé sur l'instrument, si nous voulons capter le geste de la main, il nous faut placer le capteur non plus sur l'instrument, mais sur la main même de l'interprète. C'est en effet l'idée qu'a retenue la violoniste japonaise Mari Kimura. Après son passage à l'IRCAM en 2010, elle intègre la technologie de MO, qui désigne Modular Musical Objects, Au début, les objets qui reconnaissent la position ou l'accélération sont placés sur l'archet. Mais Mari Kimura a l'idée de les intégrer dans un gond. Ce gond est ensuite utilisé avec la main qui tient l'archet pour déclencher des événements ou moduler par un paramètre sonore. Mais le musicien qui a les mains libres pour gérer les gestes sans altérer son jeu, c'est le chanteur. C'est ce que propose, entre bien d'autres solutions, l'artiste anglaise Imogen Heap au sein de sa compagnie Mimu Gloves. Depuis les années 2010, Mimu Gloves fabrique des gants équipés de capteurs et les mouvements de la main sont suivis par l'ordinateur. Les gestes des mains du chanteur peuvent ainsi servir à moduler le son de sa propre voix. Let me beg your hand when it's lonely. En poursuivant du détachement des capteurs de l'instrument d'abord vers le corps de l'interprète, nous arrivons à la séparation totale des capteurs. Par la suite, la miniaturisation de ces capteurs indépendants permet de les poser sur à peu près tout instrument. C'est ce qui se passe justement avec le projet de Mari Kimura, qui propose depuis 2015 un objet qui s'appelle Mujik. Mujik contient un certain nombre de capteurs de mouvement. Celui-ci devient donc un objet indépendant que l'on peut utiliser librement dans ses créations avec divers instruments et entre autres avec la voix. Mais pour les musiciens dont les mains ne peuvent pas se séparer de leurs instruments facilement, il faut prévoir le même principe mais avec les boutons sur lesquels le musicien peut appuyer pour déclencher les changements de sonorité de son instrument. En 2017, Pusmuse et Serge Delobier proposent le Meta Instrument 4 qui inclut le MetaTouch. Le MetaTouch est un petit boîtier avec 8 touches. Il est possible de le placer par exemple sur une trompette et ajouter ainsi de nouvelles commandes aux musiciens. Enfin, il ne faut pas oublier ici les pédaliers dont nous avons parlé précédemment, qui représentent une illustration parfaite de la séparation de la commande de l'instrument avec ses avantages et les inconvénients. Jusqu'à présent, nous avons vu jouer un instrument acoustique et en même temps, la diffusion de sons transformés se faisait via un haut-parleur. Sauf, bien évidemment, pour le piano à résonateur magnétique, le disque clavier ou la sourdine immute faite avec le haut-parleur pour le trombone. Ceci nous fait deux sources indépendantes, l'instrument et un ou plusieurs haut-parleurs. Une autre solution existe pour diffuser le son transformé. Il s'agit d'utiliser l'instrument même comme un haut-parleur. Et c'est précisément le projet de lutherie augmentée à l'IRCAM où l'on place les actionneurs vibreurs directement sur le corps de l'instrument, par exemple le violon. Celui-ci fait amplifier le signal arrivé depuis l'ordinateur exactement comme il le fait pour ses propres cordes. Le son produit par violon va donc être mélangé à l'intérieur même de l'instrument avec le son traité par l'ordinateur. Et comme de par hasard, une des premières applications industrielles de cette technologie est la guitare. La guitare acoustique proposée par la société HiVibe, créée en 2017, possède donc un ordinateur embarqué et de petits actionneurs pour faire vibrer la table à harmonie de la guitare. Le traitement du son de la guitare peut ainsi être diffusé par l'instrument lui-même sans nécessiter un quelconque amplificateur et haut-parleur extérieur.
D'autres entreprises proposent ces technologies, comme par exemple Tone Wood Amp, qui propose un système astucieux qu'il est possible de placer sur toute guitare acoustique. Enfin, la guitare Lava, qui est faite entièrement de fibres de carbone, utilise la même technologie pour réinjecter le son transformé dans le corps de l'instrument. Voilà en revue quelques instruments dits augmentés qui vont révolutionner ou non, cela reste à voir, la lutherie musicale. Dans cette partie, nous allons changer de décor pour que je puisse vous présenter plus en détail le Sampo comme un exemple d'augmentation instrumentale. Une des raisons pour vous en parler est que je connais le Sampo par cœur, puisque je l'ai imaginé en 2014 avec le premier prototype construit en 2015 et 2016. Mais l'histoire est bien plus ancienne, puisque une première preuve de concept a été même assemblée en 1998 sans suite. Effectivement, il fallait attendre la miniaturisation des composants et les écrans tactiles pour proposer aux musiciens une vraie extension pour leurs instruments. Une autre raison pour avoir choisi le Sampo comme exemple est qu'il s'agit d'une solution universelle qui permet en conséquence d'illustrer l'augmentation d'une variété d'instruments. Comme déjà dit dans la première partie, l'instrument augmenté est un instrument standard, mais dont certains paramètres sonores sont élargis grâce aux ajouts de commandes qui n'existaient pas sur l'instrument d'origine. Et voici quelques exemples d'augmentation instrumentale avec le Sampo. Tout d'abord, un simple délai. Ou l'ajout d'une voix transposée au violon. Voici un timbre particulier produit avec les effets. Et maintenant une nouvelle voix rendue méconnaissable et en contrepoint. Écoutons le son pratiquement synthétique produit avec le saxophone. Ici, le son de l'instrument est complètement modifié. Et maintenant, une boucle classique. Sur le même principe, mais avec un jeu un peu différent, on obtient une note tenue. Puis les combinaisons de plusieurs effets avec la flûte. Ou encore avec la guitare. Et enfin, le Sampo comme un instrument à part entière avec lequel on sculpte le son. En plus des configurations avec des effets, il est possible de jouer des œuvres avec les bandes ou les fichiers son. Quand nous parlons d'un instrument augmenté à l'aide de l'électronique, parmi les premières questions que se pose l'interprète qui voudrait en jouer sont les suivantes. Est-ce que j'ai besoin d'un ordinateur, d'un amplificateur, de haut-parleurs? Et est-ce que c'est compliqué à installer? De même qu'il est possible de jouer avec un instrument acoustique dans tous les lieux, il est possible de jouer avec le Sampo.
Pas besoin d'ampli, d'haut-parleur ou de quelconque table de mixage. On pose le sampo sur un tabouret, on branche le micro et les pédales, on l'allume et c'est parti pour jouer. Les pédales sont de type continu, ce qui veut dire que les changements se font progressivement. Le nombre de pédales à utiliser dépend des configurations et des œuvres. Le musicien doit comprendre la relation entre le geste et son produit. Le sampo intègre tous les composants dans un seul objet. En effet, la partie principale du sampo contient tout ce qu'il faut pour capter, traiter, diffuser le son. L'écran tactile sert à sélectionner les œuvres à jouer, les configurations de transformation du son et leurs paramètres. Il existe 3 types d'œuvres pour sampo. Tout d'abord, les œuvres originaux spécialement écrites pour un instrument acoustique et sampo. Ensuite, les œuvres du répertoire mixte qui sont transcrites pour sampo. Le résultat sonore est le même que dans l'original, mais l'œuvre est jouée avec le sampo. Enfin, les arrangements d'œuvres classiques, comme cela est le cas pour tout type d'arrangement pour divers instruments. Une fois l'œuvre écrite ou transcrite pour sampo, tous les sampos peuvent immédiatement la réceptionner et l'œuvre peut être rejouée dans exactement les mêmes conditions sonores. Étant donné que le sampo est envoyé aux interprètes dans le monde entier et que les compositeurs écrivent leurs œuvres chez eux, une standardisation de la notation a été entamée pour faciliter la lecture de la partition. Ainsi, la partition comporte 3 portées pour inscrire d'abord les notes que doit jouer le musicien, ensuite une deuxième portée pour les sons que le musicien doit produire avec le sampo, et enfin la troisième portée avec la tablature pour montrer comment obtenir les sons souhaités par le compositeur. Le musicien agit seul sur les pédales, il est le seul à interpréter les œuvres ou à improviser. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre tour des instruments augmentés avec l'exemple du sampo. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires de la vidéo ou de m'envoyer un email.